il est 16h13, donc on va dire on se retrouve à 4h30, 16h30. À tout à l'heure. Merci. Ok, à toutes. Bien. Il est 16h30, donc je vous propose de reprendre la session de l'après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir M. Amim El-Matour, qui est connecté parmi nous. Bonjour. Et alors, M. Amim est sous-directeur de la programmation. Salam alaikum, bonjour. Merci. Sous-directeur de la programmation et des moyens techniques à Bneder. Fondé en 1976, Bneder est le Bureau national d'études pour le développement rural, qui est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Bneder a réalisé depuis sa création plus d'un millier de projets d'études dans le domaine du développement agricole et rural. Et je crois que M. Mimer va nous parler plus précisément des applications de la télédétection dans les activités de Bneder. Donc, tfaddal, M. Mimer. Merci. Effectivement, vous m'entendez tous, je pense. Oui, très bien. Très bien. Alors, effectivement, comme vous avez fait, monsieur, je pense que vous avez débuté déjà la présentation par une ébauche sur l'historique de Bneder, parce que c'est le début de ma présentation. Je ne sais pas, est-ce que vous l'écran est partagé ou pas? Pas encore. Normalement, c'est ouvert. Vous pouvez essayer. Encore une fois. C'est fait? Non, ce n'est pas encore le cas, je crois. Sinon, essayez de désactiver puis partager de nouveau. Ça va marcher. Oui, ça va venir. C'est bon? OK. D'accord. Parfait, merci. Alors, ma présentation se pose sur l'apport de l'observation de la Terre aux études de Bneder. Les études de Bneder concernent le développement de l'agriculture et rural. Comme vous avez dit déjà, Bneder présente depuis 45 ans l'expérience grâce à son équipe pluridisciplinaire, avec des ingénieurs expérimentés, des techniciens spécialistes, et avec quelques consultants des universités. Alors, avec un apport j'ai une perturbation de connexion. Alors, le Bneder vise la promotion du développement du monde rural ainsi que l'évaluation des politiques agricoles et tout le secteur. Elle est présente sur tout le territoire national avec ses bureaux de liaison à Constantine, à Srif, à Bilida, à Oran, à Djelfa et à Ourgla. Les principales thématiques d'études, comme vous avez dit maintenant, le Bneder a fait plus de 1000 études depuis sa création, dans l'inventaire des évaluations du patrimoine des ressources naturelles et la lutte contre la désertification, ainsi que la mise en valeur des aménagements. Les aménagements des forêts domaniales, des parcs nationaux, des réserves des forêts récréatives, ainsi que des espaces verts. L'amélioration et la valorisation de la production agricole, le suivi et évaluation des travaux de développement rural et agricole et halieutique, les projets d'expertise pédologique, s'appuyant avec une forte expertise des pédologues des analyses de laboratoire, la réalisation des enquêtes foncières, ainsi que les installations des concessionnaires au niveau des périmètres de mise en valeur avec le ministère de l'Agriculture, des schémas directeurs du territoire,
d'aménagement du territoire et l'évaluation du risque de vulnérabilité au réchauffement climatique avec la GIZ. Alors, quelques repères de collecte d'informations géographiques de terrain. Pour information, le BNIDER est à 65% sur terrain de son temps de travail. Plus de 450 000 km par an de déplacement à travers le territoire national. La plupart des projets sont concernés par la collecte d'informations géographiques et le traitement thématique de toutes les informations. Maintenant, je vais passer sur quelques projets où le BNIDER avait des inputs en cartographie issus de l'observation de la Terre. Des fois, c'est des images satellitaires, des fois, c'est des serveurs frais et des cartes topographiques l'UNCT. Ainsi que la photo aérienne, on l'a toujours utilisé pour le domaine forestier. Alors, les projets que je vais citer, oui, je vais discuter un peu des technicités et des résultats des études. C'est l'inventaire forestier national. Pour rappel, le premier inventaire national a été fait entre 1978 jusqu'en 1984. Le deuxième, pas le BNIDER. Le deuxième a été fait de 2002 à 2008. Le troisième, je pense prochainement, on va recommencer, Inch'Allah. Alors, le deuxième projet, c'est l'identification des zones potentielles à l'agriculture en steppe. Le troisième, c'est le recensement et cartographie des nappes alphatières, aménagement et développement forestier des forêts nationales, des forêts domaniales plutôt, sur le territoire national. Ça englobe environ 12 ou 13 forêts. Élaboration de la carte d'occupation des sols du nord de l'Algérie, et ainsi que de divers projets tels que le barrage vert, les diagnostics écologiques de pistachier, l'Atlas et l'acacia radiana au Grand Sud, l'ARV et quelques tests avec les projets de mise en valeur avec le ministère de l'Agriculture. Commençons par le projet d'inventaire forestier. Alors, le maître de l'ouvrage est la Direction générale des forêts et consiste en inventaire des caractéristiques des principales formations forestières et des types de peuplement, ainsi que l'élaboration d'un plan de développement forestier à terme, je pense que de 5 ans à 10 ans. Le travail technique de télédétection et de préparation cartographique a été fait entre l'équipe de technique de BNIDER en collaboration avec des consultants de l'Université de Webb-Loire. Les données utilisées, on a utilisé 19 scènes multispectrales pardon, je m'excuse, 19 scènes multispectrales à résolution de 30 mètres et 15 mètres en point chromatique. On a aussi utilisé quelques free serveurs tels que Google Earth, Bing et d'autres imageries orthorectifiées, échantillonnées à 15 mètres. Bon, la période de 2012 à 2008, il n'y avait pas vraiment de solution à ça. On a aussi se basé sur la carte topographique. On a généralement géoréférencé tout le territoire forestier de l'Algérie du Nord, environ 365 cartes. La carte topographique, elle est essentiellement utilisée dans les navigations sur terrain et les déplacements dans la forêt, parce que généralement, en ce moment, il n'y avait pas une réception de GPS vraiment précise, etc. Alors, il y avait toujours les moyens de bord de base. Techniquement, l'inventaire forestier s'est basé sur le traitement des images satellitaires avec plusieurs consultants de l'Université de Webb-Loire. Enfin, jusqu'à où on a établi le pré-traitement pour se déplacer sur le terrain. À ce moment, il y avait une importante intervention des techniciens experts forestiers pour l'inventaire
et le recensement végétal. Ça a pris près de l'Algérie. C'était un peu délicat d'accéder aux zones forestières. Et à la fin, on a abouti à élaborer la carte d'occupation des sols, la carte des formations végétales et la carte des affectations des terres. Voilà quelques modèles pour plus tard pour voir de quoi il s'agit, où il y aura des questions, on est là pour répondre. Alors, identification et cartographie des zones potentielles à l'agriculture en steppe. Le projet a été fait avec le Haut Commissariat de développement de la steppe, la CDS. Son siège est à Adjufa. Il consiste en la cartographie de l'occupation des sols et d'état des parcours et identification des zones favorables à la maison valeur agricole. Le projet a été, toujours le traitement, la collaboration a été faite en matière de télédétection parce qu'après je vais venir, le BNIDER avec son expérience en traitement d'images et SIG, il a toujours besoin d'appui en matière de chercheurs et de mise à jour, de mise à niveau, parce qu'on a généralement des projets à la lettre, il faut qu'on soit toujours à niveau. Alors, on a utilisé des images Landsat en 2002. Ça couvrait, une partie couvrait les 14 scènes multispectrales, 30 mètres avec 15 mètres de plan chromatique. En utilisant aussi pour la partie typique, il n'y avait pas une couverture topographique en 50 millième, on a utilisé le 100 millième. Alors, toujours, on a fait recours à le traitement d'images satellitaires avec les professeurs d'université, en s'appuyant sur les technicités de phytoécologistes et pédologues, jusqu'à où on a ressorti la carte d'occupation des sols, des états des parcours. Il était question de ressortir aussi la charge pastorale, parce que question de charge pastorale, jusqu'à où l'État décidera de laisser le terrain de parcours pour la mise en valeur. C'est un truc de calcul stratégique, c'est des solutions de l'aide à la décision qu'on propose à l'État. Dans le même concept, on a aussi réalisé le projet de recensement des nappes alphatières pour le compte de la TGF. On a utilisé les mêmes, c'était presque la même période, etc. C'est la même technologie, le même recensement, à une date un peu différente, elle est décalée de 2 ans et 3 ans. Par contre, ici, c'était une espèce un peu spécifique. On a ressorti les cartes de recouvrement des nappes alphatières et les cartes végétales, ainsi que le plan d'action pour le gouvernement pour des actions stratégiques. Nous avons aussi développé des études en développement d'aménagement forestier sur 12 ou 13 forêts. Ici, on a utilisé la photo aérienne de l'INCT. Parce que la méthode, en 2007 et 2012, etc., 2011, je pense qu'il n'y avait pas vraiment l'occasion d'acquérir toutes les masses satellitaires, etc., à haute résolution, alors que le projet nécessitait une très haute résolution. On a utilisé la photo aérienne, parce que la photo aérienne, elle est basée, c'est une image en tout cas, plus près que la photo satellitaire. Elle donne une meilleure photo-interprétation des formes et d'identification des arbres. Alors, on a procédé à la photogrammétrie, on a procédé à l'authentification en se basant sur l'MNT, c'est la méthode d'authentification des images. On a justement abouti à ressortir les cartes de peuplement et les cartes d'action d'aménagement.
Aussi, on a élaboré la carte d'occupation des sols du nord de l'Algérie pour le compte de l'INSID, l'Institut national de l'irrigation et du drainage. Le projet consiste en cartographie d'occupation des sols au 50 millième afin de fournir à l'INSID les informations géographiques localisées et homogènes, afin de procéder au plan de développement des terrains agricoles et de faire leur suivi en matière de drainage, etc. On s'est basé sur les images spot 2005-2007 avec 74 scènes multispectrales et 20 scènes en panchromatique pour améliorer l'affichage, ainsi que l'utilisation de quelques projets, quelques serveurs faits, bien sûr pour la navigation sur terrain et la confirmation par rapport aux images. On a procédé au géoréférencement des cartes topographiques sur tout le territoire. On a aussi pu avoir une image à haute résolution et la mosaïque sur tout le territoire aussi. Et en le croisant avec les travaux sur terrain et toute la navigation, on a presque sillonné tout le territoire pendant 2 ans, 3 ans, plus de 5000 points GPS échantillonnés et identifiés avec toutes les réponses spectrales, etc. Voilà à peu près le cheminement qu'on a procédé. Alors ça, c'est le plan de terrain où on se déplaçait et confirmé à chaque fois et affirmé. Ensuite, on a généré le vecteur et on a procédé à la mise en forme. Et voilà la carte d'occupation des sols de nord de l'Algérie. Autre chose, il y avait des études spécifiques de 2011 à 2000, de 2013 à 2016, de 2013 à 2016 avec la DGF, où on a utilisé des serveurs frais avec toute la base de données qui existe en BNEDAR. Pourquoi? Parce que ces études, elles consistent en la réhabilitation du barrage vers et son extension, le diagnostic écologique des peuplements d'Acacia radiana, ainsi que de Pistacier de l'Atlas. C'est des arbres qui poussent dans le pré-saharien et le Grand Sud. Ça ne nécessitait pas vraiment d'avoir une image à temps voulu. Par contre, la réhabilitation du barrage vert, c'était un travail de terrain à 100%. C'était la collecte de l'information géographique sur terrain. Elle est rapportée sur bureau jusqu'à. Bon, c'est une collecte au temps réel et à l'échelle réelle. C'est des petites surfaces de 2-3 hectares où on a vraiment fait le suivi détaillé. Il y a aussi le projet d'évaluation du risque de vulnérabilité au réchauffement climatique, le secteur de l'agriculture, des forêts et du pastoral. De 2007 à 2019, de 2017 pardon, à 2019, c'est en collaboration avec la GIZ. Alors, ça consiste en identification des chaînes de risque pour l'élaboration de la carte de vulnérabilité, de risque d'analyse de vulnérabilité au réchauffement climatique. Elle est basée sur la documentation existante et avec le savoir de plusieurs secteurs, environ plus de 13 secteurs qui étaient en collaboration dans ce projet. On a abouti à faire ressortir les indicateurs de risque pour les cultures stratégiques pour toute l'Algérie, les indicateurs de risque pour les cultures spéculatives, parce que les cultures stratégiques, c'est des cultures où l'État se base sur pour le développement humain et stratégique économique, les cultures spéculatives, ainsi que le développement du risque des forêts. Ici, on voit que la zone forestière elle est dans un état plus dangereux que le reste, ainsi que le développement des risques pastoraux.
Aussi, en 2020, il y avait une approche méthodologique avec le ministère de l'Agriculture afin d'identifier le portefeuille foncier à mettre pour le compte de l'ODAS. L'ODAS, c'est l'Office de développement agricole saharien, dernièrement inauguré par M. le ministre de l'Agriculture. Ce travail consiste à l'apport d'imagerie aux vérifications des études de BNEDER sur la pédologie du périmètre témoin. Le BNEDER, depuis 2011, a fait des études de mise en valeur. Ces études de mise en valeur sont toutes touchées par la pédologie. Alors, je vais expliquer la méthode pédologique. L'objectif de cette méthode, c'est d'exprimer l'expérience de BNEDER à travers ses travaux sur terrain et de le fournir à la ZAL afin d'exploiter ces reconnaissances et stratifications spatiales pour ressortir les facias par niveau de potentialité dans des zones un peu vierges afin d'arrêter des zones potentialités pour des zones favorites à mettre en valeur plus tard. Alors, la pédologie du périmètre, c'est basé sur les aptitudes culturelles des sols. Les aptitudes culturelles des sols se définissent par l'interaction de plusieurs thèmes, tels que le bioclimat, l'altimétrie, le couvert végétal, la classe des pentes et les types de pentes qui sont faits, les types de sols, pardon, qui sont déjà faits avec une expérience sur terrain, avec des échantillons pédologiques descriptifs, ainsi que les analyses de laboratoire. En passant par un processus de géostatistique, une fois les analyses sont là, avec la triangulation des textures, on va ressortir tout ce qui est sol, après un travail d'engineering afin d'affecter tout ce qui est aptitude culturelle. Alors, là, c'est la chaîne, la panoplie de traitement géographique afin d'aboutir à un plan d'action par périmètre où on fait ressortir tout ce qui est apte à l'agriculture et le contraire. Maintenant, je vais discuter un peu des exigences des projets en perspective de BNEDER. Plus tard, je pense qu'il y a des projets qui sont en cours de signature avec le gouvernement. Le reste, c'est toujours, on propose au gouvernement, j'espère que c'est des projets futurs qui sont sensibles. J'espère qu'il y aura l'occasion où on va les développer et les traiter. Tels que les besoins les besoins en applicatif dédiés au recensement de l'agriculture. C'est des applications, modules d'application aux enquêtes, au recensement, aux délimitations des exploitations agricoles, ainsi que la gestion du patrimoine et l'historique des exploitations. Ce besoin, c'est vrai que le BNEDER a l'expérience dans le terrain et la collecte d'informations, etc. Par contre, il nous faut une orientation et une gouvernance pour bien gérer la statistique et l'information géographique en temps réel, etc. Le projet d'inventaire forestier et des habitats naturels à travers le territoire national. L'identification de la gestion des ressources en eau, ressources en sol plutôt, le suivi de déclarations d'emblavure et les mises en culture avec le soutien de l'État, la réalisation d'enquêtes épidémiques phytosanitaires, dernièrement les signées avec le gouvernement. Alors, le suivi de projets d'investissement agricole, aquacole et valorisation des espaces de mise en culture, le suivi d'évaluation et de l'environnement biologique et la maison des fonds en STEP, le suivi d'évolution des bâtis au détriment des terrains agricoles et le suivi des terrains déclassés. Parce que généralement, il y a une politique de déclassement des terres envers le bâti en diminuant la superficie agricole.
détection des changements en matière d'occupation des sols dans les zones agricoles pour faire un suivi de haute valeur agronomique, suivi des évolutions phénoméniques et des érosifs des bassins versants pour projeter des plans d'action gouvernementaux afin de protéger les bassins versants. Maintenant, c'est un besoin spécifique du BNIDER en matière de cycle. Tout à l'heure, mon prédécesseur est un formateur en SIG. Je pense qu'on va y avoir des discussions avec lui plus tard, ou on va le contacter plus tard. Alors, le BNIDER aurait besoin d'un perfectionnement de ses ingénieurs en matière de cycle, en matière de traitement des images satellitaires à haute résolution, avec un traitement appliqué, modélisation et spatialisation, ainsi que les web mapping. Aussi, une actualisation de mécanismes de gestion et de mise à jour des données issues des études de BNIDER, comme j'ai dit tout à l'heure, l'information IA, etc., la structuration IA. Il y a quelques modifications à apporter à travers des formations et collaborations, ainsi qu'un accompagnement. Ça serait l'idéal. Et intégration du matériel mobile dans la collecte des données sur terrain. On a fait quelques ébauches, oui, on a testé quelques collectes sur terrain, etc. Par contre, mazal quelques améliorations. Et merci pour votre attention. Et je suis là pour les questions qu'il faut. Merci beaucoup aussi, M. Mimot, de votre présentation claire et bien illustrée qui nous a permis de découvrir plein de projets intéressants dans lesquels vous êtes impliqués, et je dirais même que c'est des projets ambitieux. Merci. Et voilà, donc vraiment c'est un cas. Ce qui m'a retenu mon attention aussi, c'est que vous arrivez à intégrer plusieurs variétés de données dans vos projets, que ce soit issu du satellite, des mesures sur le terrain, de la photographie aérienne, des cartes aériennes, des cartes topographiques. Alors, j'avais juste une petite question par rapport aux techniques de classification que vous utilisez. Donc, est-ce que vous avez recours à des indices particuliers ou à des techniques automatiques pour produire vos cartes et vos données? Alors, c'est généralement, vous m'entendez, je pense. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, on utilise généralement des techniques ordinaires qu'on connaît tout le monde, parce que généralement, tout ce qui est traitement d'image et classification, on le fait toujours gouverné par un chercheur universitaire, etc., pour se conforter de la fiabilité de la méthode. C'est l'apport de l'expérience de terrain qui améliore notre résultat. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une question? Donc, je remercie Madame Pressia. Donc, effectivement, la présentation met en avant l'expertise et la technicité des chercheurs de BNIDER. Tout à fait d'accord. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que toute l'équipe C4NA, que ce soit Université Oran 1 ou l'FPHB, se tient à votre disposition pour tout échange, pour toute information. Merci. Donc, vous êtes bienvenus. Je vous tiendrai visite, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Donc, à présent, je passe la parole M. Ali Ben. Je vous remercie par avance d'avoir patienté pratiquement toute la journée. Non, pas de souci. Ça fait partie du jeu. Merci. Et donc, M. Dahou est spécialiste en solutions spatiales, fondateur de la startup Transformatech, qui conçoit des solutions de location intelligence, basées sur des composants open source, que je trouve personnellement très, très intéressant, pour notamment les petites et moyennes entreprises, small business. Je crois que si je ne me trompe pas, M. Dahou était
ancien responsable du management de la qualité à l'Institut national de... Oui, je suis responsable de la qualité et en même temps sous-directeur de travaux de vocation. Très bien. Voilà, Fadal Seyid Ahou et pour votre présentation. Merci. La parole. هتبان la présentation. Oui, très bien. Ok, salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je commence par me présenter. Je suis Mohamed Dahali. Donc, je suis ingénieur d'État en sciences géodésiques et travaux topographiques. J'ai aussi un MBA en management de projet. Donc, j'ai actuellement plus de 20 ans d'expérience dans matière de topographie, cartographie, système d'information géographique. Mon dernier poste, c'était sous-directeur de travaux de vocation et responsable management de la qualité au niveau de l'Institut national de cartographie et de détection à l'ECND. Donc, jusqu'à l'année passée. Cette année, je me lance dans une aventure entrepreneuriale à mon compte. J'ai créé la société Transformatech, donc spécialisée dans ce qui est transformation digitale et particulièrement en utilisant les technologies de localisation et de géolocalisation. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est une contribution qu'on a faite à l'ISPRS 2021 AD, donc qui a été acceptée pour l'archive de l'ISPRS 2021 par moi-même et par un collègue de l'entreprise Henaya. Donc, c'est une synthèse principalement de toutes les difficultés, ce qu'on a fait, comme on a apporté comme solution pour mettre en place notre plateforme d'intelligence géospatiale qui est actuellement en ligne et qui est disponible. Donc, le business need, pourquoi on a voulu mettre en place se lancer dans l'intelligence géospatiale, c'est principalement parce que il n'y a pas plus que 5% des données qui sont utilisées pour la prise de décision. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ces données c'est une donnée non structurée. Donc, un structuré de human data qui n'est pas directement exploitable avec tout ce qui est outils classiques. Le truc aussi, c'est ce que la valeur ajoutée qu'on voudrait mettre en évidence aussi, c'est que 80% de ces données ont une dimension spatiale. Donc, on aimerait bien exploiter ces données-là et en même temps tirer parti de ces 80% de cette localisation. Parce que le principe général, c'est quoi? C'est que plus les phénomènes sont plus rapprochés, plus il y a de relations entre eux. Plus ils sont éloignés, effectivement, il y a moins de relations. Donc, c'est quoi le location intelligence ou l'intelligence géospatiale dans le français ou en arabe, on appelle ça le géographie. Donc, c'est une application émergente de ce qui est industrie géospatiale qui permet principalement aux utilisateurs non expérimentés GIS et qui ont un minimum de connaissances dans le domaine et d'utiliser des algorithmes tout simplement pour résoudre les problèmes business de leur quotidien. Donc, dans l'intelligence géospatiale, la particularité, c'est qu'on n'utilise pas juste les données qui sont standardisées, les données qui sont autoritatives. On peut utiliser ce qu'on appelle du multisource. On peut intégrer des données qui sont issues de sources ouvertes, des données qui sont ingestées par l'utilisateur lui-même ou des données qui sont préparées par la plateforme elle-même. Donc, généralement, les logiciels les plateformes d'intelligence géospatiale, c'est des plateformes de business intelligence qui intègrent la localisation et l'analyse de cette dimension dans leur fonctionnalité. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'évolution, un petit peu actuellement l'intelligence géospatiale, bien sûr, location intelligence, c'est à peu près la convergence à laquelle on est arrivé en ayant en bas des données de base. Donc, il y a la cartographie de base, il y a le système géodésique qui est disponible. Actuellement, on a du GPS qui nous donne 3 mètres de précision là où on est. Donc, tout ça, il a permis l'émergence de cette nouvelle discipline à laquelle l'essentiel des acteurs dans le domaine, que ce soit Hexagon Geospatial ou Esri, tout le monde se tourne vers ce domaine qui est l'intelligence géospatiale. Donc, grosso modo, notre définition de l'intelligence géospatiale, c'est un petit peu une combinaison de tout ce qui est système d'information géographique, tout ce qui est business intelligence, donc
analyse des données qui soit purement attributaire, et aussi l'intégration de tout ce qui est technique, artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Donc, pour cette présentation, je veux vous donner un petit peu, comme je l'ai expliqué, une synthèse, un petit peu des challenges auxquels on a fait face, et à peu près après les solutions qu'on a apportées de manière technique et de manière effective. C'est des solutions qui nous ont donné bien sûr des résultats. C'est pour ça qu'on voudrait partager ces résultats avec la communauté. Donc, dans notre démarche de développement, on a adopté une démarche agile. Donc, une démarche agile qui est basée sur ce qu'on appelle les approches Lean Startup, où on construit notre produit final par itération. Donc, on fait plusieurs sprints. Ce qu'on appelle un sprint, c'est une itération qui dure 2 à 4 semaines, dans laquelle on développe des fonctionnalités qui sont utilisable directement par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à la fin du sprint, l'utilisateur peut utiliser une fonctionnalité. On va dire les fonctionnalités, ça va être afficher, ajouter, faire un upload, quelque chose comme ça. Donc, l'essentiel qu'à la fin, il y ait quelque chose qui peut être utilisé et on développe au fur et à mesure les fonctionnalités qui sont dans la plateforme. Aussi, on utilise la méthode Scrum. Donc, la méthode Scrum, il y a des rituels comme les daily stand-ups, il y a les rétrospectives, il y a certains rituels qu'on utilise. Ça fait plus partie du management, donc du soft skill de la gestion d'heures. Donc, cette approche nous permet bien sûr d'améliorer continuellement notre solution en utilisant les feedbacks de l'utilisateur, parce qu'une fois la fonctionnalité mise à la disposition de l'utilisateur, il va les tester et va nous rendre certains feedbacks. On a aussi une certaine flexibilité, donc le to-do, donc le backlog, n'est pas manche par an, donc on ne doit pas le suivre à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau sprint, on va redéfinir nos priorités et choisir juste les priorités, bien sûr les actions qui ont plus de valeur pour l'utilisateur et qui sont le moins complexes pour nous. Donc, comme ça, on essaie d'augmenter la valeur fournie à notre utilisateur. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué, on fait une construction par itération. Donc, pour cela, bien sûr, notre approche philosophie personnelle, c'est toujours de ne jamais recréer la roue. Donc, jamais recréer la roue, c'est d'utiliser des trucs qui existent déjà et d'essayer de les améliorer ou bien de personnaliser pour le besoin. Donc, on a fait un petit peu une étude sur le terrain, une étude sur le marché. On a examiné tout ce qui est solutions commerciales, parce qu'il y a beaucoup de solutions commerciales comme Esri, Agis Online, donc avec Business Analyst, il y a aussi Carto, il y a Mapbox, il y a beaucoup de solutions commerciales que je n'ai pas mis en évidence ici. Et d'un autre côté, on voulait voir la possibilité d'utiliser du open source pour réaliser notre plateforme et aller plus vite au lieu de faire ça from scratch. Donc, ce qu'on a trouvé sur le marché, on va dire, il y a GeoNode, donc, qui est une solution qui était un petit peu à la traîne, mais qui reprend le projet qui reprend de l'activité. Il est actuellement pris en charge par GeoSolutions, qui est une société italienne qui travaille principalement sur lui. Il y a aussi Teria, donc, qui est intéressant dans la mesure où il affiche la 3D, donc ça nous a aussi interpellés. On s'est dit, on va l'étudier. Il y a d'autres solutions aussi, comme GeoOrchestra ou Degree, ça qu'on n'a pas utilisé en profondeur. À la fin, on s'est décidé d'utiliser GeoNode. Pourquoi? Principalement parce que le back-end GeoNode, c'est du Python. Donc, Python, on s'est dit, après, si on veut intégrer des trucs, machine learning ou artificial intelligence, ça va être plus facile pour nous. Donc, par exemple, Teria, il y a vraiment un front-end qui est intéressant, mais c'est du Node.js et du React JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu, à partir des logiciels commerciaux, on a fait une liste de features, donc tout ce qui est fonctionnalité des logiciels commerciaux. Et après, on a comparé ces logiciels commerciaux avec GeoNode pour voir un petit peu quelle est la liste de fonctionnalités qu'on devrait mettre en évidence ou quelle est la liste de fonctionnalités qu'on devrait développer. Et décider, bien sûr, si GeoNode vraiment répondait à notre besoin ou non. Donc, là, vous pouvez voir un petit peu une synthèse de ce qui existe dans GeoNode et ce qui devrait être disponible dans une plateforme d'intelligence géospatiale. Donc, par exemple, tout ce qui est import de layers, c'est-à-dire on peut importer des couches, on peut exporter aussi des couches, on peut explorer un catalogue, donc c'est aussi intéressant dans GeoNode. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est créer une carte, partager une carte, faire des recherches par attribut, aussi faire du filtering, faire quasiment de l'analyse des requêtes simples sur tout ce qui est
position et tout ce qui est données attributaires est possible actuellement sur GeoNode out of the box, sans développement supplémentaire. La visualisation 3D n'est pas disponible actuellement, mais elle devrait être disponible parce qu'il intègre actuellement tout ce qui est Cesium.js, donc ce qui est une plateforme 3D qui affiche bien la 3D. Après, il y a certaines opérations qui ne sont pas disponibles. Donc, c'est des trucs vraiment qui nous intéressent parce que c'est des challenges et qu'on devrait intégrer dans notre backlog. Par exemple, ajouter une colonne en layer, comment faire des merges, faire des jointures. Généralement, tout ce qui est analyse, algorithme d'analyse et tout, n'est pas directement disponible dans GeoNode parce que dans la roadmap GeoNode, ils veulent intégrer ça sous forme de GeoApps. Et ce qu'on a aussi adopté, nous, à Transformatech en tant qu'approche. Il y a aussi, qui est intéressant, on voudrait aussi travailler dessus, c'est l'intégration Jupyter Notebook directement dans GeoNode. Ce qui a été fait actuellement par Estri, donc ce qui est ArcGIS Pro et ArcGIS Online, c'est directement disponible. Ce n'est pas vraiment compliqué sur le plan technique, mais c'est un challenge pour faire ça comme un produit qui soit vraiment fiable et utilisable par l'utilisateur. Il y a aussi tout ce qui est géocoding, tout ce qui est plan de route. Là, il y a vraiment des API avec lesquels on peut travailler, comme l'API Open Service ou l'API Nominatim, qu'on pourrait combiner avec GeoNode pour pouvoir disposer ou offrir à notre client ce type de fonctionnalité. Donc, voilà, une fois qu'on a défini un petit peu notre backlog, notre liste de tâches à faire, ce qui était disponible out of the box dans GeoNode et ce qu'on devrait faire aussi, on a, comme je l'ai expliqué, adopté une approche agile. Donc, dans cette approche, on combine un petit peu les recommandations de SRI, donc tout ce qui est disposer ou mettre en place un environnement adéquat au développement d'une plateforme, parce que la plateforme, l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle est déployée dans le cloud. Donc, l'utilisateur y a accès directement. Donc, tout ce qui est mis à jour se fait sans que l'utilisateur le ressente. Donc, à un moment donné, on a la responsabilité de faire en sorte que les mises à jour qu'on injecte dans la plateforme ne causent pas de dégâts aux données de l'utilisateur et ne font pas une interruption dans le service. Pour cela, l'idée, c'est d'adopter ce qui est DevOps et tout ce qui est aussi bon pratique dans le domaine de l'IT, c'est-à-dire d'avoir un environnement de développement qui est local, généralement avec Docker. Après, on a un environnement de staging, donc un environnement de test qui devrait être équivalent ou la copie exacte de l'environnement de production. Et après, il y a l'environnement de production. Donc, on développe. Une fois que les unités sont déployées, on fait l'intégration et on injecte ça dans l'environnement de test. Si les tests sont concluants, on injecte directement dans la partie production. Il faut bien sûr faire attention à faire des backups avant d'injecter dans la production comme ce soit. Donc ça, c'est des pratiques générales qu'on a décidé d'implémenter dans notre process. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est plus orienté soft skill. Après, il y a aussi dans le développement d'une plateforme GIS, WebGIS, il y a aussi les langages de programmation qui sont quelque chose de critique. Donc, utiliser Python, utiliser, comme je l'expliquais tout à l'heure, utiliser JavaScript, Node.js, ou utiliser Java Enterprise Edition, c'est pas vraiment la même chose. À la fin, il y a des langages qui vous permettent d'avancer, il y a des langages qui vont peut-être vous bloquer. Ici, sur le slide, on voit un petit peu les principaux providers de projets open source dans le domaine géospatial. Il y a l'OSGeo, donc qui est une fondation à but non lucratif. Il y a aussi actuellement Location Tech Projects qui est pris en charge par la fondation Eclipse, qui est principalement orientée Java. Il y a aussi Apache Software Foundation, qui se lance aussi dans le géospatial. Ils ont un outil actuellement qui est très en vogue, qui est SAS. Il y a aussi Uber Open Source, il y a d'autres qui aussi offrent de belles frameworks utilisables dans le monde du géospatial. Voilà, vous avez une idée un petit peu les principaux langages de programmation qui existent et un peu quels sont les principales frameworks, librairies, logiciels desktop, géoportage, géoserveur disponibles. Donc, on a fait un petit peu la synthèse sur les 3 langages qui sont les plus utilisés dans le domaine. Il y a Python,
donc le langage qu'on a utilisé, qu'on a choisi nous pour la partie back-end. Il y a Java qui est incontournable, mais qui n'est pas forcément. On peut utiliser les composants Java avec une plateforme qui est principalement gérée par Python. Il y a aussi JavaScript essentiellement pour la partie front-end. Comme actuellement, dans Geonode, il y a l'intégration MapStore 2, qui MapStore 2 intègre aussi, lui-même intègre CSS.js. Donc, question functional requirements, qu'est-ce qu'on doit avoir grosso modo dans une plateforme d'intelligence spatiale? Il y a principalement l'ingestion, donc on doit pouvoir avoir uploader des couches dans la plateforme afin de les intégrer dans les analyses. Il y a le management, donc on doit pouvoir ajouter des métadonnées, changer les permissions, faire des trucs publics, des trucs qui sont privés, des trucs en groupe. Il y a toutes ces gestions-là, supprimer les ressources dont on a plus besoin. Il y a bien sûr l'aspect visualisation, que ce soit la couche en elle-même ou que ce soit une combinaison de cette couche avec d'autres couches en créant des match-ups, donc des cartes. Il y a aussi l'aspect analyse. Donc, l'aspect analyse qui n'est pas développé actuellement dans Geonode, c'est le point sur lequel on voudrait vraiment travailler dessus. Bien sûr, la plateforme elle doit être principalement SAS, donc Software as a Service. Les composants principalement qui doivent être combinés pour disposer de ce type de plateforme, et bien sûr tout ce qui est load balancer, web servers, application engines, donc que ce soit Django Engine ou bien Tomcat GT pour ce qui est application Java. On doit avoir bien sûr une base de données spatiale pour stocker nos données, que ce soit PostgreSQL ou bien d'autres types de plateformes. D'un autre côté, d'un autre point de vue, ça c'est d'un point de vue architecture, mais d'un point de vue hosting, donc d'un point de vue hosting, on a aussi besoin de ressources cloud. Donc, ressources cloud, on aura besoin bien sûr d'un domain name service, du storage, là où on doit stocker les données et les applicatifs. Compute instances, aussi pour faire tourner tout ce qui est serveur d'application, serveurs qui sont consommateurs de ressources. Il y a aussi tout ce qui est container et bien sûr Virtual Cloud Networks pour faire communiquer nos différents composants entre eux. Donc, ça, c'est pour un petit peu les composants nécessaires à la mise en place d'une plateforme d'intelligence spatiale. Donc, je vais vous présenter maintenant une plateforme qu'on a développée. Donc, en utilisant un petit peu cette méthodologie que j'ai expliquée et un petit peu la théorie qu'on a fait. Donc, il y a les challenges qu'on a vus. On a essayé de répondre à ces challenges et de trouver des solutions pour mettre en place cette solution. Donc, l'application, elle s'appelle Jouaba. Donc, Jouaba, elle est destinée principalement à tout ce qui est entrepreneur, muqawilin, donc quelqu'un qui veut se lancer dans le business. Pourquoi cette catégorie d'utilisateurs? C'est parce qu'au début, pour faire un business, on a besoin d'un business plan. Donc, on a besoin d'informations sur le marché, on a besoin d'informations sur les concurrents, on a besoin de beaucoup d'informations. Et pour collecter ces informations, pour les analyser et tout, on a besoin d'outils, on a besoin aussi de compétences. On n'est pas compétent dans tous ces domaines. Et généralement, les gens qui ont de l'argent, ils vont vers un consultant ou bien un bureau qui fait l'étude technico-économique. On s'est dit, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ça. Pourquoi pas leur offrir quelque chose qui soit simple, qui n'utilise pas des données de très haute qualité, mais au moins qui permet de faire un filtre. Un filtre au début, quand on va commencer, au moins on a un filtre, on a 100 idées dans la tête. On va pouvoir filtrer, avoir 5-6 idées et investir dans ces idées-là par la suite. Donc, dans notre process de développement de cette plateforme, comme j'ai expliqué, une plateforme d'intelligence spatiale, elle a besoin de données. Donc, il doit y avoir quelques données sur lesquelles l'utilisateur peut injecter d'autres et faire des analyses. Donc, l'idée dans notre process de production de données, c'est d'utiliser un petit peu ces 5 étapes. Donc, ce qui est data engineering, donc au début, avec GeoPanda, Node.js, ça dépend le type de données qu'on utilise. Après, on passe par du géocodage pour les données qui ne sont pas déjà géolocalisées. Un quality check avec Python et aussi quelques scripts développés en Python, Jupyter Notebook. QGIS aussi, c'est un bon outil. Le management, on le fait principalement sur du open source, donc PostGIS et Postgres. Et après, la partie sharing qui se fait sur GeoServer et Geonode. Donc, pour le développement de ces applications, donc on utilise comme base
de départ GeoNodes. GeoNodes, l'avantage sur GeoNodes, c'est qu'on a une architecture qui est orientée objet. Donc, dès le départ, il a été programmé et implémenté avec un langage orienté objet qui est Python. Donc, tout ce qui est GeoApps dans le développement, dans le sens GeoNodes, c'est des classes qui sont héritées à partir de la classe principale qui est GeoApp. Donc, l'intérêt dans le design qu'ils ont fait dans GeoNodes, c'est que l'application, donc la classe GeoApp, elle a une relation 1 à 1 avec une classe qui s'appelle GeoAppData. Donc, GeoAppData, c'est un blob donc, dans lequel on peut injecter un fichier texte. Donc, disons un fichier texte. L'idéal, c'est que ce fichier texte ce soit un JSON, donc dans lequel on peut injecter tout genre de données. Donc, c'est par exemple dans l'application, on a besoin de sauvegarder la position XY, on a besoin de sauvegarder les informations qui sont particulières à tel utilisateur et tel utilisateur. On va juste les mettre dans un objet JSON et les injecter dans ça. Ça, c'est un petit peu un intérêt que j'ai remarqué dans cette architecture de GeoNodes et que je voulais mettre en évidence. Aussi, GeoNodes, au départ, il était purement basé sur du Django Framework, donc pour le back-end et pour le front-end. Actuellement, pour le front-end, il se base sur Map4.2, donc qui est un framework JavaScript React développé par GeoSolutions, qui est une société italienne. Donc après, bien sûr, lorsqu'on a un front-end React JavaScript, on doit communiquer avec un REST API, avec un autre back-end. C'est ça un petit peu aussi l'avantage du framework Django. Vous pouvez faire du framework Django front-end, back-end, et vous pouvez aussi utiliser juste des points d'accès API REST facilement. Donc, un autre challenge auquel on a fait face en développement notre plateforme, c'est tout ce qui est source control. Donc, du moment où on va utiliser GeoNodes, donc GeoNodes et MapStore qui sont actuellement deux projets séparés. Les deux projets, ils sont déjà actifs, donc il y a des commits quasiment chaque jour. Chaque jour, ils ajoutent des fonctionnalités. Nous, on voudrait baser notre code sur le code donc c'est comme si on va tirer sur une cible mouvante. Donc c'est ça un petit peu la schématisation du problème du source control. Donc à un moment donné, on doit mettre notre code production sous notre propre contrôle et faire en sorte de contrôler ce qu'on appelle nos rebranching. Donc lorsqu'on fait un rebase dans notre code base, on le fait après test. Et on fait le test. Après ça, qu'on fait un rebase de notre code pour la partie production. Donc, il y a beaucoup d'outils de gestion du code, donc Subversions. Nous, on utilise actuellement GitHub pour notre code parce que actuellement, les projets GeoNodes et Map4.2 clients sont sur GitHub. Donc, ce qu'on a fait, on fait un fork dans notre propre organisation. Le fork, on va essayer de garder le master en synchronisation avec l'upstream qui est en développement. Après, si on a des contributions, si on va ajouter des contributions dans le code source, dans l'upstream, on a une branche spécialement pour ça. Et on a après une branche production qui est propre à GeoWeb. Donc la propre production, elle est figée à la date où on fait le déploiement sur notre serveur utilisable. Après, si on fait des tests avec une autre version et on avance, on va faire avancer cette branche jusqu'à la date ou le commit qui lui correspond. Dans l'environnement de développement, bien sûr, on doit toujours mettre à jour notre code source. On a après la liberté d'avoir autant de branches qu'on veut, donc une branche pour l'UI, une branche pour les translations, une branche pour les GeoApp, une branche pour les bugfix, ainsi de suite. Après, lorsqu'on fait les tests et quand c'est concluant, on va faire un pool, donc faire descendre, disons, le code source qui est dans notre branche de production vers qui est dans notre master ou bien main, actuellement c'est appelé main, dans notre main branche, dans le serveur branch avec juste des commandes. Voici un petit peu le challenge auquel on a fait face. Ça paraît peut-être simple, ça paraît peut-être compliqué, mais dans la pratique, c'est des règles à suivre. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est des règles à suivre. On doit avoir bien sûr un process parce que après, si on fait des modifications sur le code source sans prendre de précautions,
bien sûr, on pourrait se retrouver avec une perte de données ou bien une perte de service pendant un certain temps. Il faut s'attendre à tout refaire pour redémarrer le service. Une autre approche aussi qu'on a adoptée, donc on a trouvé qui était utile, c'est utiliser Docker. On sait Docker dans ce qui est développement. Donc actuellement, avec Docker Compose, on peut recréer un petit peu l'environnement, les serveurs, la disposition des serveurs, le réseau, les volumes, tout ce qui est environnement cloud, on peut le recréer juste sur notre propre PC et faire le développement. Donc, avec Docker, ça nous permet de garder une synchronisation de notre code avec les updates. Docker, principalement, c'est une technologie de virtualisation. Un petit peu, c'est quoi l'intérêt de Docker? C'est comme si une application va tourner, c'est comme un XE dans Windows sur lequel on clique, il va exécuter, il va nous donner des résultats. Mais réellement, dans l'XE, il y a à l'intérieur tout un système d'exploitation, généralement Linux, dans lequel il y a notre environnement particulier. Donc, si on a besoin de Python, on a toutes les librairies Python. Si on a besoin de Node.js, on a toutes les librairies Node.js. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne pollue pas notre PC, notre environnement de développement. Donc, si on développe pour plusieurs projets, un projet va utiliser PHP, l'autre va utiliser Java, l'autre va utiliser un autre langage. Donc, en utilisant des images Docker, on ne pollue pas notre PC. Donc, pour chaque type d'application, on va lui créer ses propres images, injecter les requirements, les dependencies dans ces images, exécuter, faire les tests. Une fois terminé, on éteint les images et notre PC il est à l'aise. Donc, ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est besoin d'administration et des dépendances vis-à-vis des librairies. Des librairies, aussi les conflits. Des fois, on a plusieurs versions. Donc, l'une, par exemple, PHP ou bien Python version 3.8, l'autre Python version 3.9. Donc, si on installe tout ça dans notre propre PC, il va y avoir des conflits. Donc, ça aussi, c'est une approche qu'on recommande dans le développement, tout ce qui est développement WebGIS, donc le développement web. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de la présentation. Donc, c'est un petit peu les résultats qu'on a mis en évidence dans la contribution qu'on a envoyée à l'ESPRS. Donc, dans cette approche, bien sûr, on a pu développer facilement, construire un MVP, donc Minimum Viable Products, qui permet un petit peu à l'utilisateur final de tester et de donner des feedbacks. Et aussi, ça nous permet, nous aussi, de faire de l'amélioration continue. Donc, utiliser aussi tout ce qui est bonne pratique en matière IT, comme l'aspect environnement, donc environnement de développement, environnement de test et environnement de production avec version control, avec Docker. C'est vraiment une approche qu'on recommande vivement pour tout ce qui est WebGIS development. Donc, pour desktop development, ça peut être différent. Donc, aussi, on a mis en évidence tout ce qui est un problème lorsqu'on utilise des frameworks open source. Principalement, c'est, comme je l'ai dit, on va tirer on va viser une cible mouvante. Donc, la cible, elle va tout le temps bouger. Donc, on doit être agile, nous aussi, et faire en sorte. Donc, la recommandation finale, c'est vraiment d'être agile et d'utiliser tout ce qui est technique DevOps. Donc, comme je l'ai expliqué au départ, l'application, donc le résultat de notre travail, il est mis en ligne en version préliminaire. Il est disponible à l'adresse joaba.transformatech.dz. Il est en 3 langues, donc en arabe, en français et en anglais. Vous pouvez créer un compte dessus et faire des tests comme vous voulez. Et ça me ferait plaisir de lire vos commentaires et de lire votre avis sur notre plateforme. Dans le développement aussi de nos jeux apps, on prend en considération l'aspect mobile. Donc, toutes nos apps sont ergonomiquement conçues pour être facilement utilisables sur un mobile avec un écran qui est assez petit. Actuellement, un peu de statistiques. On a 10 utilisateurs, 28 layers dans notre plateforme, 5 cartes et une GeoApps qui est disponible. Et on est en travail sur l'extension de ça. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, voilà les références un petit peu de la contribution qu'on a fait. Donc, ça s'appelle Architecting Location Intelligence Platform using Open Source Components. Il y a aussi, vous avez discuté au début avec M. Varane,
tout ce qui est SDI. Donc, on a fait, moi personnellement, avec un collègue de l'INCT, on a aussi une contribution dans le domaine de tout ce qui est National Spatial Data Infrastructures, où on a proposé aussi une approche de développement en 2013. C'est un paper qui a été publié dans l'International Cryptographic Conference. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité et j'espère que je n'ai pas été trop lourd. Non, mais Monsieur Dahou, merci beaucoup. Permettez-moi de dire, hein, moi, en tant qu'informaticien, je suis tout simplement impressionné par l'étendue de votre travail, de votre exposé. Merci. Tout simplement, ça dénote il faut beaucoup d'années, à mon avis, en compteur, hein, ou beaucoup d'expérience, justement pour pouvoir jongler aussi facilement sur des concepts très techniques. Hein. De la solution que vous avez présentée, là, il y a de tout, hein, en commençant par des techniques de génie logiciel, dans la business logic, les serveurs back-end, les architectures web, les développements et aussi la quantité des outils web source que vous avez analysés, hein, et que vous avez utilisés, etc. Donc, merci beaucoup et je suis ravi de votre présentation. Je dirais aussi que vraiment, c'est un exemple pour la voie à suivre, enfin, lorsqu'on veut faire avec du savoir-faire et avec, bien sûr, beaucoup de travail, hein, aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Tout à fait. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut faire le courage et on arrive à faire des choses et vraiment vous montrez la voie à beaucoup de gens, notamment les jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat, etc. Donc, merci. Il y a des questions sur le chat, donc je commence déjà par la question de nos participants. Voilà, donc question de M. Boukelch. Présentation très intéressante. Comment gérez-vous l'aspect contrat avec le client dans le cadre agile qui est fondé sur le fait d'être souple sur les objectifs, vu que l'aspect législatif normal est rigide et basé sur le waterfall style? Donc, dans l'idéal, c'est d'éviter de travailler avec tout ce qui est organisme étatique. Voilà. Donc lorsqu'on a un client qui a un business, donc le business, il veut des fonctionnalités. Lui, il veut ou bien saisir une opportunité, donc gagner de l'argent, ou bien faire des économies, donc des économies de coûts, donc réduire les temps, réduire les stocks, faire des choses comme ça. Donc pour lui, il préfère payer un petit peu et avoir quelque chose qui est fonctionnel chaque semaine ou bien chaque mois, que d'avoir un projet sur une année ou sur 2 ans avec vous. Et à la fin, il n'est même pas sûr d'avoir pour son argent. Donc, c'est à peu près ça dans notre politique commerciale. On s'oriente plutôt pour les PMI, donc tout ce qui est petite et moyenne entreprise. On essaie de leur offrir. Aussi, nous, on a une taille qui est limitée. On ne peut pas, par exemple, satisfaire par exemple, son attraque ou bien un grand organisme. Donc, donc, on fait une offre de service qui, c'est-à-dire, qu'on peut assurer, bien sûr, donc ça, en fonction de notre capacité. Et après, les méthodes agiles, c'est pas forcément une méthode qui n'est pas utilisée. Actuellement, aux États-Unis, même le DoD aux États-Unis, ils font des cahiers des charges qui sont agiles, qui sont orientés dans tout ce qui est là. Donc, parce que eux aussi, ils ont vu, surtout dans tout ce qui est système intégré hardware et software. Donc, c'est clair qu'on veut faire un sous-marin nucléaire ou bien on veut faire un bâtiment. L'agilité, ce n'est pas vraiment la meilleure approche à adopter. On ne va pas construire un mur et laisser un petit peu, après construire une fenêtre parce qu'on a besoin d'une fenêtre plutôt que le mur. Donc, ça ne se fait pas. Par contre, dans tout ce qui est système complexe, donc software et hardware, par exemple, pour le DoD, il y a l'intégration aussi avec télécommunications, avec tout ce qui est cloud, ils sont vraiment orientés à ça. Actuellement, le Microsoft, ils ont eu quasiment tout le cloud DoD. Donc, vous imaginez avoir tout le cloud DoD. Pourquoi le DoD a besoin de cloud? C'est pour la scalability. Donc, scalability, c'est-à-dire que je peux demander des ressources quand je veux, je peux les libérer quand je veux. C'est ça. Donc, en fonction du besoin, je vais avoir
allouer et désallouer mes ressources. Ça fait partie d'une approche purement DevOps, c'est purement agile. Ce n'est pas vraiment une approche classique d'acheter des milliers de serveurs. Après, on ne sait pas si on va tous les utiliser ou pas. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a aussi du sharing donc, dans le cadre là. Après, ça dépend bien sûr de chaque organisme. Si on est à défense, les exigences en matière de sécurité ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on fait de l'agriculture, ou bien si on fait de l'aménagement urbain, ou bien on fait du business. Donc, c'est complètement différent. Et même les exigences de calcul, les exigences techniques ne sont pas les mêmes. Donc la théorie économique, elle est basée sur de l'empirisme. Ce n'est pas, par exemple, de la géodésie. Lorsqu'on calcule, c'est la précision millimétrique, c'est la millimétrique, c'est centimétrique. Dans l'économie, c'est empirique. Si on utilise des données qui sont grossières, on a des résultats grossiers, mais qui sont utiles, qu'on peut utiliser pour la prise de décision. Donc, après, si on injecte dans notre plateforme ou dans notre analyse qui est business, on injecte même des données qui ne sont pas d'une très grande qualité, mais qui sont correctement agrégées à l'échelle à laquelle on fait l'analyse, ça devient intéressant. Merci. Une autre question, je crois, technique, de Nordin Halibi. Si j'ai bien compris, vous utilisez Docker juste pour la phase de dev test, prototypage. Voilà, actuellement, on utilise juste pour la phase de dev test prototypage. On n'a pas, parce qu'actuellement, on utilise un petit peu les providers cloud algériens. Il n'y a pas, là, donc, par exemple, si vous êtes sur AWS ou si vous êtes sur Azure ou bien Oracle Cloud, vous avez ce qu'on appelle functions. Donc, actuellement, vous pouvez déployer directement, vous avez un OCIR, donc Kubernetes directement qui est intégré. Vous pouvez directement créer des images dynamiquement et allouer, désallouer, créer des services qui sont, donc aller vers une architecture microservice. Donc, ce qu'on a présenté actuellement, c'est ça un petit peu l'intérêt aussi de GeoNode, c'est qu'il est facilement déployable dans une architecture microservice. Donc, après, lorsqu'on fait du développement directement sur des images Docker, après le développement, actuellement, on a déployé notre plateforme préliminaire sous forme d'un seul bloc parce qu'on a juste un seul VPS. Mais après, si on a bien sûr besoin de plus de ressources, on peut la déployer facilement sous forme d'architecture microservice avec des ressources Docker, avec du Docker ou autre chose, et avec aussi Kubernetes, pourquoi pas. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur le chat, mais je crois que vous pouvez répondre directement à Nordin. Donc, il y a une question sur oui, pour le framework Angular, on utilise React. Moi, j'ai une certaine expérience dans React. Et aussi, comme je l'ai expliqué, on utilise MapStore 2. Donc, MapStore 2 qui est actuellement intégré directement dans GeoNode. Et MapStore 2, il est développé avec React. Donc, on s'est retrouvé même à Tirer.js que j'ai présenté au départ, il est développé avec React. Donc, il y a certains avantages et inconvénients. Donc, des fois, c'est la communauté un petit peu qui décide. Vous êtes dans la communauté géospatiale, vous allez trouver beaucoup de gens qui travaillent avec une certaine librairie. Il vaut mieux travailler avec parce que vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des réponses si vous avez des problèmes. Donc, si après, vous utilisez quelque chose de particulier, donc, gare à vous, il faut assumer les problèmes. Très bien. Très bien, merci. Ok, merci beaucoup, Sidhou, et bonne continuation, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Merci, monsieur. Et donc, on arrive à la dernière présentation de la journée. C'est Issam Boukerch. D'abord, on remercie vivement d'avoir attendu, d'avoir été très, très patient toute la journée. Ismaël, on a laissé en dernier. Alors, monsieur Boukerch est directeur de recherche, je crois, au CTS. Alors, je crois qu'il s'intéresse, il travaille sur plein de choses. Je vais juste citer deux exemples. Photogrammetry, Geometric Modeling of Remote Sensing Imagery Systems. Et donc, lors de cette présentation, il va nous parler des scanners laser. C'est ça. الله يعطيك الصحة أستاذ. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok. Je vais partager l'écran.
Est-ce que c'est bon pour la présentation? C'est parfait. Très bien. Ça donne. OK. Donc, je vais axer ma présentation sur une introduction au scanner laser. Ça sera juste une introduction pour comprendre ce type de capteur qui est encore un petit peu mal connu et très peu utilisé en Algérie. Donc, on a un petit peu d'expérience puisqu'on a travaillé là-dessus dans un projet de recherche de 2016 à 2019. On a clôturé le projet et je vais présenter notre expérience, donc qui a amené à mettre à jour le programme de cours du 5e année et introduire cette nouvelle technique dans le cours de nos ingénieurs qui arrivent maintenant à utiliser et à faire ressortir des produits et des données à partir en utilisant cette technique. Donc, comme toute autre technique, donc le laser scanning est une technique, disons, de télédétection. Non pas dans le sens spatial, mais en tant que capteur, puisqu'on arrive à mesurer l'objet qui est la Terre et son contact direct. Donc, si on le classe dans la catégorie de capteur, on va le classer dans la catégorie capteur actif. Donc, il est basé sur le laser. Donc, cette technique-là est basée sur le laser. Donc, le laser, c'est quoi? Donc, c'est juste un acronyme de Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation. Donc, il est caractérisé par trois caractéristiques principales. Il est monochromatique. Donc, le wavelength est trop limité, donc on est presque à une valeur de longueur d'onde trop limitée. L'onde est trop cohérente, donc tous les photons ont un mouvement synchronisé. Et il est directionnel, donc le rayon, le beam du laser, il est trop focalisé. Donc, quand on voit sur cette diapo, donc on a une largeur de bande trop étroite. Donc, on est dans le 632,8 nanomètres pour ce laser qui est en rouge, l'hélium-néon bast. Donc, mais tout autre émetteur laser est vraiment trop limité dans la longueur d'onde. C'est pour ça qu'il est vraiment monochromatique. L'autre chose, il est directionnel. Donc, le rayon, il est plutôt proche à un cylindre qu'à un cône. Puisque les light projectors, donc les projecteurs, généralement, sont orientés, mais à une distance très, très longue, avec un angle de 8 degrés. On a une tâche qui avoisine de 1 km. Or qu'avec un laser, on a une tâche qui avoisine de 1 mètre, à partir d'une distance de 10 km. Donc, ce qui est trop étroit. Donc, ce qu'on appelle le beam divergence, donc l'ouverture du beam, est trop limitée. Donc, les utilisations il est très utile, donc essentiellement pour mettre de l'ambiance dans nos festivals, mais les utilisations sont, dans le sens pratique, sont essentiellement pour mesurer des distances, puisqu'on peut mesurer le temps d'aller et de retour du rayon, et du coup, on peut mesurer la distance. Donc, ce qui est utile, généralement utilisé dans les stations totales, dans les stations totales, dans les appareils de mesure tachymétriques, et dans les appareils distantomètres utilisés généralement par les architectes. Donc, leur portée varie, mais leur précision reste très intéressante. Le mécanisme est que le LIDAR émet une onde qui est dirigeable à travers un miroir pour mesurer le temps d'aller et de retour. Donc, on a une mesure d'aller et de retour, donc sur laquelle on peut se baser pour déduire la distance, et on a une interaction. Donc, l'objet cible absorbe une partie et réfléchit une partie. Donc, on a une caractéristique supplémentaire qui est l'intensité réfléchie.
Les différents systèmes de scannage varient selon des patterns généralement connus. Ces patterns sont reliés directement au miroir. Donc, le sens de mouvement du miroir donne des impressions au sol relativement différentes pour les différents types de scanners. Si on parle de l'utilisation, donc l'utilisation dépend du vecteur, donc l'objet qui porte ce scanner. On a une première catégorie qui est fixe, carrément, donc comme les scanners sur les tripodes, donc dans l'image au milieu. Donc on a d'autres portés sur des avions ou des satellites même, et on a d'autres portés sur des véhicules, disons, qui se baladent en planimétrie seulement, non pas en déplacement vertical, qui sont généralement les véhicules, donc grands véhicules, ou là les trains. Concernant l'utilisation des scanners terrestres fixes sur trépied, donc ça s'appelle terrestrial static laser scanning. Donc elle est utilisée dans les 3D City Modeling, dans le Cultural Heritage Documentation, donc sur le domaine architectural et archéologique essentiellement, dans les sites industriels pour la modélisation des sites complexes, et pour d'autres applications comme le landslide, les glissements de terrain et leur contrôle. Ceci sont deux exemples de scanners parmi les plus connus. Donc la maison Faro qui fabrique plein d'autres modèles. Celui-ci est le X330 qui a une portée assez intéressante parmi ses concurrents. Et l'autre, c'est Leica, donc c'est la firme la plus connue dans ce type d'instrument. Et celui-là est un scanner, le P20 est un scanner de moyenne qualité, moyenne prix en quelque sorte. L'autre type, c'est le Kinematic Terrestrial Laser Scanning. Donc c'est là où on monte le scanner sur un véhicule. Donc, mais on n'a pas besoin du scanner seulement comme le cas fixe, mais on a besoin d'autres instruments qui accompagnent le véhicule, destinés essentiellement à trouver la pose du véhicule. Donc la pose, c'est la position et l'orientation du véhicule. Et sur cette base-là, on peut déduire le mouvement du véhicule et par conséquence l'environnement scanné par le scanner. Donc, ces instruments, on trouve des exemples assez intéressants en termes éducatifs et recherche, mais on trouve des systèmes comme le Railmappers applicable sur des trains, ou là le Streetmapper applicable sur des véhicules ordinaires. Donc, c'est des systèmes commerciaux, bien sûr. Donc, le produit est très intéressant, c'est la couverture de l'environnement, la totalité de l'environnement sur lequel se déplace le véhicule. Donc, il est intéressant pour la cartographie des infrastructures, les tunnels, les ponts et l'environnement voisin du véhicule. Ces deux exemples-là ne sont pas commerciaux, mais c'est des systèmes de recherche. Donc, celui de Ford Compass, utilisé dans la création d'un dataset, il est très connu pour des jeux de données utilisables dans le sens recherche. Et aussi le PWMMS, développé par l'Institut de Purdue. Il y a aussi d'autres systèmes qui sont trop agiles donc, et portables sur un sac à dos, comme le système Pegasus de Leica, ou là, plein d'autres systèmes concurrents. L'intérêt de l'HNAIA, c'est que le système est trop léger et utilisable même en milieu intérieur. Donc, il ne se base pas sur le GPS, mais il se base sur les capteurs caméra, comme ceci. L'autre système qui est très intéressant et largement utilisé dans des applications, c'est l'Airborne Radar Mapping. Donc là où on trouve le système monté sur un avion qui va survoler la région d'étude et capturer l'ensemble de la région. Donc ces systèmes-là sont toujours accompagnés comme les systèmes kinématiques terrestriels
donc accompagné d'un GNSS pour trouver la position et un IMU pour trouver l'orientation et l'attitude. Donc l'intégration de tout système de ces données-là va nous donner l'ensemble du terrain. Il y a des systèmes comme le ALS-80, donc, qui est montable sur des avions classiques, destinés à voler à très haute altitude. Mais il y a des systèmes, disons, plus agiles, montables sur n'importe quel avion, donc comme le VP1, qu'on peut placer sur n'importe quel hélicoptère. Donc, il y a d'autres systèmes aussi miniaturisés qui peuvent être installés sur des systèmes tels que des gyrocoptères. Donc, c'est des avions à trop petite taille, donc avec un seul siège, et c'est le pilote qui fait l'operating, le système HADAC, pour faire l'acquisition de tout le terrain. Donc, cet avion-là est manipulable avec seulement l'aide d'un utilisateur et un assistant seulement. Donc, 2 personnes peuvent utiliser ce système-là. L'autre possibilité, c'est les lidars miniaturisés, donc développés essentiellement par Regal ou la société Velodyne. Donc, ces systèmes-là sont trop connus, donc pour être utilisés sur des drones. Donc, leur poids permet d'être porté sur des avions légers. Donc, leur poids ne dépasse pas les 500, disons à 800 grammes l'unité. Donc, quant aux applications, donc, ces systèmes-là sont généralement utilisés pour plein d'applications, comme le calcul de volume dans les carrières, le Powerline Mapping. Donc, il y a des algorithmes et des logiciels carrément dédiés pour la détection des lignes de très haute tension, donc comme application spécifique des nuages de points. L'autre, c'est l'agriculture de précision. Donc, la couverture permet d'avoir l'altitude et la réflectance, bien sûr, de la récolte, donc, ce qui permet de suivre l'évolution du champ. L'autre application, c'est le Crash Site Enforcement. Donc, c'est pour essentiellement les accidents, donc pour les sociétés d'assurance, donc pour l'estimation de dégâts et le levé du site d'accident. L'autre application aussi intéressante, donc le CTS a plein d'expériences dans cette partie-là, qui est le levé des complexes industriels. Donc, il y avait un contrat entre la ZAL et Sonatrach pour le lever des sites industriels, des sites gaziers qui sont connus par leur complexité et évolution non contrôlée. Donc, pour la réalisation essentiellement des levées, ce qu'on appelle as-built. L'autre produit possible des lidars, essentiellement aérien, c'est le développement de 3D City Models, qui est un produit propre et disons, d'actualité et qui reste un produit en quelque sorte de luxe pour les pays émergents, mais pour les pays développés, donc ça devient de plus en plus connu. Donc, le mécanisme du lever est basé sur une géométrie. Donc, le calcul d'un point au sol est basé essentiellement sur ce schéma-là. Donc, le véhicule est traqué par un système IMU. Donc, le système IMU a sa position dans le système terrain. Donc, la transformation qu'on peut assurer entre le système IMU et le système Unit Laser, donc, est une transformation fixe. Et le laser beam lui-même peut donner juste la distance. Donc, à travers l'utilisation de la distance et la connaissance du temps, on peut estimer le vecteur RLB ici. Donc, et l'orientation de cette unité-là peut être orientée dans on peut exécuter un passage vers le laser unit, du laser unit vers le IMU et du IMU vers le terrain. Donc, et du coup, on peut avoir les coordonnées du point visé par le laser directement dans le système terrain. Donc ça, c'est le mécanisme général du traitement. Donc, on a fait des expériences en utilisant le jeu de données de Ford Campus. Ford Campus Dataset est très connu donc, dans des applications essentiellement du Kinematic Terrestrial Laser Scanning. Donc, c'est un système qui
qui a été offerte par Ford, donc, à l'Université de Washington, donc, et qui est mis en libre. Donc, tout le jeu de données donc, de l'ensemble des capteurs est mis pour le développement d'algorithmes et d'approches visant à l'intégration de données, essentiellement. Donc, le principe généralement de l'application, donc le laser scanning avec les miroirs mesure les distances, l'INS donne les directions, donc ceci donnera une distance dirigée. Donc, l'intégration avec la trajectoire, donc si on connaît l'orientation et la position, on peut exécuter des traitements pour avoir des coordonnées terrain. Donc, sur toujours le jeu de données Ford Campus, donc les lectures des images, des données brutes, donc donnent initialement des coordonnées radiales, donc des angles et des distances seulement. Donc, la première transformation s'agit de transformer l'ensemble des lectures, donc angles et distances, dans le système scanner vers le système instrument, donc cartésien. Donc, le passage du cartésien, on passe directement en utilisant les données IMU au système véhicule. Donc, les coordonnées seront connues dans le système véhicule. Après cela, en connaissant la position et l'orientation du véhicule, on peut passer vers les coordonnées. Donc, l'ensemble des points scannés dans un profil unique seront transformés en terrain. Donc, on peut orienter le premier scan, le deuxième scan, le troisième scan, et ainsi de suite. Donc, en connaissant la trajectoire complète du scanner, celle qui est représentée en noir ici, donc pour déduire l'ensemble du terrain. Donc, on aura un nuage de points relatif au terrain. Donc, c'est ce nuage-là. Donc, on a utilisé juste un petit tronçon pour comprendre le mécanisme. Donc, le lidar aérien, essentiellement, a une caractéristique assez intéressante qui est les multiroteurs. Donc, il ne mesure pas la distance, la première distance retournée, mais elle mesure plein d'autres distances. Donc, le premier retour, le deuxième retour. Donc, et on aura, au lieu d'avoir un point par tâche, on aura 2 points par tâche. Cette information est très utile, essentiellement dans la foresterie, puisqu'on peut mesurer plein de points jusqu'au dernier point. Le dernier retour, généralement, c'est le ground. Donc, là, c'est une combinaison de l'ensemble de tous les retours. Le premier retour seulement, le deuxième retour seulement, le troisième retour seulement et le quatrième retour seulement. Donc, la combinaison de tout cela peut donner plein d'indications. Donc, ça, c'est une carte de points par nombre de retours. Donc, l'autre caractéristique, c'est la caractéristique spectrale. Donc, la réponse à la tâche du laser. Donc, au retour, après la mesure de distance, on aura aussi une information sur l'intensité. Donc, cet objet-là, par exemple, est trop réfléchissant à la longueur d'onde du laser et cet objet-là est très absorbant. Donc, on peut faire des classifications pour avoir des informations supplémentaires sur l'entité point, non pas la position, mais ce qu'il y a à cette position. Donc là, c'est 2 représentations différentes. Celle-là, c'est une représentation altimétrique du nuage de points, et celle-là, c'est une représentation, entre parenthèses, chromatique. Donc, la couleur correspondante à cet endroit-là. Donc, et on peut mesurer l'altitude et la nature du point. Des images. Les produits qu'on peut dériver sont des images d'intensité et des altitudes, mais ces altitudes-là représentent plein de produits. Donc, le premier produit qui est acquis directement, c'est le MNS, le modèle numérique de surface. Allô? On vous écoute. Le premier produit intéressant qu'on peut avoir, c'est le MNS, le modèle numérique de surface. Le deuxième produit, c'est après nettoyage et après enlèvement des objets de sursol, on peut extraire un MNT, qui est un modèle numérique de terrain, qui représente le terrain seulement et non pas les objets supportés. Il y a une autre application qui est assez intéressante, qui est le modèle numérique de surface normalisé. Là où on réduit la hauteur du terrain, donc on enlève la hauteur du terrain du MNS. Donc on aura juste la hauteur des objets sur le sol, et non pas le sol lui-même. Donc les applications, donc point de vue visuel, celui-là est un
est un MNS, donc un modèle numérique de surface qui contient les objets agriculture et bâti. Celui-là est après nettoyage des objets, disons, arbres et agriculture. Et celui-là, c'est le MNT, donc juste le terrain brut et non pas les objets supportés. Donc, des algorithmes de classification donc, qui s'intéressent essentiellement à l'extraction du ground, donc ground extraction. Donc, ces algorithmes-là permettent d'extraire le terrain qui est représenté ici en marron. Donc, le terrain est très intéressant pour des applications essentiellement dans le côté hydraulique et hydrographique, puisqu'on n'a pas besoin des objets sur le sol, mais on a besoin juste du sol pour savoir l'essence d'écoulement. L'autre produit, c'est la classification des objets sur le sol. Donc, après l'extraction du ground, on passe à la classification de ce qui est sur le ground. Donc, cet exemple-là, on classifie tous ces objets-là, donc à travers l'utilisation d'algorithmes spécifiques au nuage de points, à la classification vers végétation. Cet exemple-là, dans cet exemple-là, on a classifié le terrain qui est en marron ici, le ground. Ce qui est en vert, c'est low vegetation, high vegetation, donc deux classes de végétation, et une classe assez intéressante qui est la classe bâti. Donc, on peut classifier les points qui sont sur le bâti en utilisant juste l'information altimétrique et de forme, non pas et non pas celle de la réflectance. L'autre produit intéressant, c'est en éliminant le ground, on peut avoir juste la hauteur de l'arbre. Donc, cette diapo-là, elle est similaire à celle-là, mais en retranchant la hauteur du terrain. Donc, comme ça, on peut ressortir une autre information très utile pour les gens de la foresterie et qui indique la hauteur des arbres. Une des applications connues, celle de Martin Eisenberg, ils ont utiliser un nuage de points pour la différence, donc la différence entre ground et sur sol et sur sol. Donc cette différence a démontré qu'il y a des arbres qui atteignent les 40%, ce qui est anormal dans la région d'étude. Donc c'était le sud de l'Espagne. Donc après la visite du terrain, donc ils ont découvert que c'est un arbre un ensemble d'arbres qui sont sur juste une falaise. Donc, et là, le LIDAR, donc le traitement automatique, a donné que le premier retour est sur un arbre, le dernier retour, il est là. Donc, et toute cette valeur-là qui a été ajoutée à la hauteur d'arbre. Donc, quelle que soit la technique qu'on utilise, donc, que ce soit sophistiqué ou classique, donc, disons technique de télédétection, donc le terrain, il est toujours utile et on doit le garder comme vérité absolue. Donc, pour un exemple d'étude, ici en Algérie, donc, il y avait une acquisition donc, sur le port de Bnissaf, la région de Bnissaf, donc pour le développement je crois dans le secteur d'électricité, donc pour le choix de tracé d'une ligne électrique à très haute tension. Très haute tension. Donc, la couverture a été faite en utilisant plusieurs passages. Donc, la première information qu'on peut tirer du nuage, donc c'est la première, donc c'est la densité de points. Donc, c'est une information très utile et caractéristique, la critique pour le choix d'application. Donc, sur ce jeu de données-là, donc la densité moyenne, c'est 2 à 5 points par mètre carré, mais qui peut atteindre, donc dans la région centrale, atteindre les 10 points par mètre carré. Donc cette information-là, elle est critique pour la classification essentiellement, puisque les algorithmes de classification utilisent cette information de densité pour caractériser les objets. Donc le produit qui vient avec les lidars, généralement tous les lidars sont accompagnés d'une caméra à moyenne résolution utilisable pour la classification et la production d'ortho-images. Donc à la volée directement, puisque le MNT est acquis par le lidar et on peut orthographier les images juste après l'atterrissage.
Tout point LIDAR est associé à des informations. Donc là, on a utilisé Global Mapper pour visualiser. Donc, chaque point a tous ces attributs-là. La première, c'est l'altitude. La deuxième, c'est la classe. Donc, après classification, donc on peut déduire ou là, attribuer une classe à chaque point. Donc, l'intensité, c'est qui est une information aussi intéressante à associer au point. L'angle de scan, il est aussi associé au point. Le nombre de retours, donc chaque point a plusieurs retours. Donc, l'ensemble de retours ont plusieurs altitudes. Donc, le point, c'est une tâche laser là où on peut avoir plusieurs ressources. Donc, on peut créer des cartes par nombre de retours. Donc, généralement, les terrains nus ou ouverts, on aura un seul retour. Donc, c'est le cas en bleu ici. Donc, on a juste un retour, un seul retour. Mais dans les régions forestières ou les régions urbaines, on peut avoir plusieurs retours de 2 jusqu'à 5 retours. Donc, ça, c'est une information qu'on peut utiliser juste pour classifier ou là, enlever les régions forestières. Ça, c'est la visualisation en intensité. Ça, c'est le produit dérivé à la volée. Donc, c'est la première donnée extraite à partir d'un lidar aérien, qui est le MNS, le modèle numérique de surface, qui contient le sol et le sursol. Après l'enlèvement des différents objets, donc urbains et arbres, donc on peut avoir le modèle numérique de terrain qui représente le terrain lui-même et non pas les objets supportés. La différence entre le MNT et le MNS, comme on a dit tout à l'heure, nous donne un modèle numérique de surface normalisé. Donc, ce qui est en cyan, donc en bleu clair ici, c'est le niveau 0. Donc, en retranchant le terrain, donc tous les terrains nus sont remis à 0. Et on peut avoir une carte des altitudes, donc facilement à lire les altitudes des bâtiments. Donc, on a ici des structures très hautes et des structures basses. Et ce qui est intéressant, c'est dans la forêt. Donc là, c'est les hauteurs d'arbres. Donc, et on voit que sur cette partie-là, on a des arbres plus élevés qu'ailleurs. Et ça, c'est le bas d'un WED. Donc, c'est pour ça que les arbres sont plus élevés que cette partie-là. Et on voit que cette partie-là, dans la forêt, est un petit peu... les arbres ont une hauteur moyenne de 2,5. Il est très utile dans les études urbaines. Donc ça, c'est un extrait de la carte sur la ville. Et on peut voir qu'il y a une typologie un petit peu complexe des unités. Donc on peut combiner le LIDAR, qui est une projection orthogonale, là, en orange, avec l'orthophoto, qui est une projection perspective, pour mieux lire les informations. Donc, la carte d'intensité forestière, donc là où on voit la hauteur d'arbre. Donc, tous ces objets-là, après leur classification et nettoyage, on peut aller vers un MNT. Donc, le MNT, c'est généralement l'objectif final de toute production altimétrique. Et son utilisation est très intéressante, surtout dans le côté hydrographique, donc pour la détection de chevelure hydrographique, pour le découpage en bassin versant, le sens de coulement d'eau, et pour l'habillage des cartes et l'extraction des courts niveaux. Donc sur ceci, je vous remercie pour votre attention. Merci, Sam, pour cette présentation. Et je crois qu'il, dans un sens, complète ce qu'on a, les thématiques nous avons abordées aujourd'hui. Donc, nous avons vu une approche différente de collecte des données qui permet, si j'ai bien compris, d'avoir une granularité très fine sur les objets sur le terrain et donc d'avoir une précision élevée, notamment, j'ai vu des exemples de modélisation d'une usine en 3D, je parle aussi des ouvrages d'art, des choses comme ça.
et donc, c'est une technique qui a beaucoup de potentiel. Donc, au niveau du CTS, vous exploitez déjà cette technique à travers des projets, par exemple, exactement, des projets contractuels, mais essentiellement dans le laser scanning fixe sur trépied. Donc, c'est la première catégorie qu'on a montrée. Donc, mais l'autre catégorie, c'était pour le moment juste en termes de recherche, donc exploitation. Donc, on a utilisé des données donc, offertes par une entreprise qui a fait l'étude sur cette ligne électrique. Mais l'INCT a acquis récemment un laser scanner aérien. Donc, il sera intéressant de prospecter en profondeur ses potentialités, ses avantages. Très bien. Il y a une autre question parmi l'assistance sur le chat. Bien. Ok, donc je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. La journée a été très riche, très longue, mais je suis très satisfait à titre personnel. On a vu une densité, une variété de présentations qui est très intéressante et ça nous va. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur plein d'aspects. Donc, pour conclure la journée, je voudrais simplement remercier tous les intervenants du matin jusqu'à maintenant pour la qualité, pour le travail aussi. On avait eu des présentations qui étaient très bien préparées, qui demandent et nécessitaient beaucoup de travail. Donc, je les remercie. Je remercie bien sûr tous les participants, notamment I would like to thank Vesna and Zerko, who stayed with us until the end. Thank you very much. We appreciate this very much. Voilà, donc je voudrais aussi remercier bien sûr tout le comité d'organisation cette journée. Donc je cite Assia Kougli, Nourdine Haribi, Youssef Smara, Raja Khaddam, Mounira Ouerzeddine et Linda Bouchmach d'avoir contribué à l'organisation et la tenue de cette journée. Donc, on espère dans l'avenir qu'on aura d'autres occasions donc, de reproduire ce genre d'événement qui, je crois, qui a permis, j'ai vu quelques commentaires et des questions sur la conversation. Donc, le but de Seed for Anna, c'est vraiment de créer ou de contribuer à créer un environnement qui est propice, qui favorise les échanges d'expériences, les échanges surtout entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Voilà, s'il y a M. Smaram, Assia, si vous voulez intervenir pour dire un dernier mot, hein, je vous en prie. Hein. Alors, Majdi, moi, je voulais te remercier d'avoir chapeauté. Je venais de t'écrire le message, d'avoir chapeauté cette journée avec autant de brio et avec ça. C'était vraiment agréable et les résultats, je pense, sont au-delà de nos espérances. Vraiment, je suis ravie de cette journée. Les interventions étaient toutes très bien. Il y avait comme ça à nos participants. Et vraiment, je trouve que l'Algérie a rayonné à travers tous nos présentateurs aujourd'hui. Voilà. Ce que je puis dire, peut-être que M. Smara souhaite intervenir. Et Majdi avec Saha pour tout le travail accompli. Nordin aussi. Un plaisir, merci. Merci, avec plaisir. Pour ma part, je voudrais remercier chaque intervenant pour ses efforts, parce que la présentation a demandé des efforts, autant pour le présentateur que pour disons, ceux qui ont géré un peu la journée d'aujourd'hui. Et donc, c'est une journée, personnellement, que je voudrais, que je souhaiterais qu'on renouvelle, hein, donc évidemment, avec un certain délai. Et donc, vraiment, les présentations ont été d'un bon niveau. Personnellement, alors j'aurais souhaité, bien sûr, qu'il y ait plus de monde jusqu'à la fin. Donc, personnellement, nous sommes un peu de l'ancienne école et on voudrait, donc personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait au moins 40 personnes à la fin de la... Mais ça, bon, il y a les contraintes, il y a différents paramètres qui... Alors, moi, je voudrais parler d'une autre chose qui m'intéresse et dont j'ai parlé à Assia. C'est on a fait un premier
un premier training donc en mois de mai et je souhaiterais qu'il y ait une évaluation, c'est-à-dire qu'on puisse se rencontrer. Hein, et puis faire une évaluation, parce que le but de la manip, en fait, c'est voir la formation. Et là, je serais intéressé pour voir évidemment les plus et les moins, et puis voir les prochaines formations, dans quel sens ça peut se faire. Mais pour cette journée, vraiment, hein, je remercie surtout les gens disons, des différents secteurs qui nous ont amené pas mal d'informations nouvelles et donc, ça serait bon de renouveler cette expérience avec le secteur. Voilà, je vous remercie et je remercie évidemment tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour cette journée. Merci. Merci Smara et on souhaite que bien sûr renouveler. Pourquoi pas la prochaine fois hein, de se rencontrer physiquement, hein, de le faire. J'espère que la situation va s'améliorer. Inch'Allah, oui. Avoir une rencontre, Inch'Allah, à Oran ou à Alger dans le cadre du projet. Dernière chose, bien sûr, avec la permission de tous les intervenants, on va mettre en ligne, je crois tous ils seront d'accord, hein, pas de problème. On a aussi enregistré toutes les sessions, donc on essaiera aussi de les mettre en ligne. Et je pense que c'est vraiment le but du projet, c'est d'avoir une dissémination, un partage. Alors, pour conclure, selon la tradition de Seed4NA, il y a une dernière chose à faire. C'est d'allumer tous vos caméras, hein, pour ceux qui... Hein, et faire une dernière photo d'ensemble. Voilà. Nordine, tu l'as fait avec moi aussi. Hein, donc, on va la... Alors, laissez-moi de mettre mon khimar. Ah. Mais allez, prenez votre temps. Merci. Prenez votre temps. Et donc, comme le veut la tradition, on va faire la photo de groupe. Hein, sur Zoom. Je ne sais pas si, mais ce qui s'est passé aujourd'hui t'a donné les mêmes idées. Moi, ce serait bien d'organiser une conférence nationale. Moi, ça m'a... Je ne sais pas. Et vous avez eu ce sentiment. Je me suis dit que ça marcherait bien. On pourrait le faire sous cette forme virtuelle. Je pense que on a de quoi faire pour 2 ou 3 journées si on le souhaite. Donc, peut-être à réfléchir pour les prochains jours. Nous avons déjà un comité d'organisation, un comité scientifique. Exactement. Autant d'experts à Riberk. Oui. On a toutes les ressources humaines pour faire une excellente conférence. Et effectivement, c'est une idée qu'on va creuser. Et voilà. Donc, la photo. Donc, je vais faire la capture. Voilà, pardon. Nordine, tu l'as fait aussi? Alors, la galerie. Voilà. J'ai essayé d'en faire une aussi. Alors, afficher global. Il faut faire un affichage. Très bien. Voilà, affichage en mode. J'ai fait un affichage avec tout le monde. Ah, très bien. Très bien. Allez, une dernière. Ah, Nordine, on te voit maintenant. OK. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et à très bientôt. Et très bonne journée. À bientôt, Inch'Allah. C'est comme ça. Salam alaikum. Salam. Bye. Bye. Allez, au plaisir. Au plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Allah, salam.